Imaginez une époque, bien avant l'ère numérique, avant que les gratte-ciel ne percent les nuages. Visualisez l'Afrique de l'Ouest au XIVe siècle. Ici, un empire florissait, vaste et fabuleusement riche. C'était l'Empire du Mali. À son apogée, il était dirigé par un homme dont le nom allait résonner à travers l'histoire. Son nom était Mansa Moussa. C'était une figure aux dimensions quasi mythiques. Son histoire n'est pas seulement un récit d'or, mais aussi de foi, d'ambition et de transformation culturelle. C'est un voyage à travers les continents et les annales du temps, révélant l'interconnexion de notre monde, même à cette époque. Il commandait un royaume qui s'étendait sur des milliers de kilomètres, témoignage de l'organisation et de la vision humaine. L'époque de Mansa Moussa, le début des années 13 saintes, fut une période de changement dynamique à travers le globe. L'Europe émergeait du Moyen Âge. L'influence de l'Empire mongol se faisait encore sentir à travers l'Asie. En Afrique de l'Ouest, de puissants royaumes naissaient et disparaissaient, bâtis sur les routes commerciales transsahariennes. Ces routes étaient les artères du commerce et de la culture. Elles reliaient le monde méditerranéen au cœur de l'Afrique. L'or, le sel, les esclaves et les idées circulaient le long de ces anciennes pistes. Le Mali, stratégiquement situé, contrôlait nombre de ces réseaux commerciaux vitaux. C'était un point de convergence, un creuset où différentes civilisations se rencontraient et se mélangeaient, créant une tapisserie culturelle unique. Ce contexte historique est crucial pour comprendre Mansa Moussa. Il n'était pas un souverain isolé dans une terre oubliée. C'était un acteur mondial, même si les cartes du monde de son époque étaient incomplètes. Ses actions eurent des répercussions bien au-delà des frontières de son empire. Sa richesse était légendaire, faisant de lui possiblement l'individu le plus riche de toute l'histoire humaine. Mais son impact fut plus que simplement monétaire. Il a façonné le paysage culturel de l'Afrique de l'Ouest. Il a encouragé l'érudition et l'architecture. Son règne marqua un âge d'or pour le Mali, une période de prospérité et d'effervescence intellectuelle sans précédent qui laissa une empreinte indélébile. Nous entreprenons cette exploration pour comprendre l'homme et son époque. Nous cherchons à démêler les fils de son héritage. Comment un seul individu a-t-il pu accumuler une richesse aussi stupéfiante? Quelle fut la véritable ampleur de son célèbre pèlerinage à la Mecque? Comment sa vision a-t-elle transformé une ville saharienne en un phare d'érudition? Ce ne sont pas seulement des questions pour les historiens. Ce sont des interrogations sur la nature du pouvoir, les flux de richesse et la quête éternelle du savoir. Joignez-vous à moi pour un voyage au XIVe siècle, afin de découvrir l'incroyable histoire de Mansa Moussa, le roi doré, dont la lumière brilla intensément depuis le cœur de l'Afrique. Avant d'être Mansa, signifiant roi des rois ou empereur, les débuts de la vie de Moussa Keïta sont quelque peu enveloppés dans les brumes du temps. Les archives de cette période ne sont pas aussi détaillées que celles de la suite de son règne. Il naquit au sein de la dynastie Keïta, la famille régnante du Mali. Cette lignée faisait remonter son ascendance à Soundiata Keïta, le fondateur légendaire de l'Empire du Mali. Soundiata, le roi lion, avait jeté les fondations d'un État puissant et organisé au début du XIIIe siècle. Moussa naquit donc dans un héritage de leadership et d'immenses responsabilités, un monde où le destin était souvent lié au sang royal et aux attentes de tout un peuple. Le chemin de Moussa vers le trône ne fut pas entièrement direct, selon certains récits historiques. L'histoire souvent racontée implique son prédécesseur, Mansa Aboubakari II. On disait qu'Aboubakari était fasciné par les limites de l'océan Atlantique. Il aurait équipé une importante flotte de navires. Il partit ensuite explorer la vaste mer occidentale, pour ne jamais revenir. Cette entreprise audacieuse, peut-être téméraire, laissa un vide de pouvoir. Avant d'entreprendre son dernier voyage, Aboubakari II nomma Moussa comme son lieutenant, pour gouverner en son absence. Lorsque l'empereur ne revint pas, Moussa, le régent, assuma finalement le plein contrôle de l'Empire, devenant Mansa Moussa aux alentours de l'an 1312. Cette transition souligne l'esprit d'aventure qui caractérisait parfois les souverains de cette époque. Elle met également en évidence les mécanismes de succession établis au sein de l'Empire du Mali. Moussa ne s'empara pas du pouvoir par un coup d'État violent. Il accéda au trône selon l'ordre établi, comblant le vide laissé par un roi explorateur. Ses premières années en tant que Mansa furent probablement consacrées à la consolidation de son autorité.
Il devait s'assurer de la loyauté de provinces diverses et de puissants chefs locaux. L'Empire du Mali était une mosaïque complexe de différents groupes ethniques et cultures. Le maintenir uni exigeait une immense habileté politique, de la diplomatie et, si nécessaire, une démonstration de force. Son accession au pouvoir marqua le début d'un nouveau chapitre pour le Mali. Il hérita d'un empire déjà riche en ressources et bien organisé. Cependant, c'est sous Mansa Moussa que le Mali atteindrait son apogée de puissance, de richesse et de renommée internationale. Il ne se contenta pas de maintenir le statu quo. Il avait de grandes ambitions pour son empire. Il visait à rehausser son prestige sur la scène mondiale. Sa vision se manifesterait bientôt de manière à captiver l'imagination des peuples bien au-delà des rives de l'Afrique. Son règne était destiné à devenir une période légendaire, une époque dorée. La richesse de Mansa Moussa et de l'Empire du Mali était, pour le dire simplement, stupéfiante. Il est difficile de la quantifier en termes modernes, mais les superlatifs abondent. Les chroniqueurs arabes contemporains étaient stupéfaits par la quantité d'or qu'il possédait et distribuait. Cette richesse n'était pas apparue ex nihilo. Elle était ancrée dans les riches gisements aurifères d'Afrique de l'Ouest. Des régions comme Bambouk, Bouré et Galam étaient des sources majeures de ce métal précieux. Le Mali contrôlait ou avait accès à ces mines prolifiques. L'or était, littéralement, le fondement de son économie et de sa puissance, une base scintillante sur laquelle reposait un empire. Cet or n'était pas seulement conservé dans les coffres impériaux, il constituait un élément dynamique du commerce transsaharien. Des caravanes chargées de poudre et de pépites d'or voyageaient vers le nord. Elles traversaient le vaste et impitoyable désert du Sahara pour atteindre les ports et centres commerciaux d'Afrique du Nord comme Sijil Massa et Tunis. De là, l'or malien entrait dans les économies du monde méditerranéen et de l'Europe. Il alimentait le commerce, finançait les guerres et ornait cathédrales et palais. Pour beaucoup en Europe et au Moyen-Orient, le Mali devint synonyme d'or. C'était une terre lointaine, presque mythique, aux richesses inépuisables. Un véritable Eldorado, bien avant que le terme ne soit inventé pour les Amériques. L'impact de cette richesse sur le Mali lui-même fut transformateur. Elle permit à Mansa Moussa d'entretenir une armée nombreuse et bien équipée. Cette armée sécurisait les frontières de l'Empire et protégeait ses routes commerciales. L'or finançait de grands projets de construction, y compris des mosquées et des palais. Il soutenait une administration complexe et une cour royale fastueuse. La prospérité se répercutait également, dans une certaine mesure, sur la population, en particulier dans les grandes villes commerçantes comme Niani, la capitale, et Tombouctou. La vie dans ces centres urbains était vibrante, soutenue par l'afflux constant de marchandises et le cœur doré de l'Empire. Le moteur économique du Mali était puissant, et son rythme était donné par l'éclat de l'or. Mais une telle richesse immense présentait également des défis. Contrôler son flux exigeait une administration sophistiquée. Prévenir l'inflation due à une circulation excessive d'or était une préoccupation, comme nous le verrons. De plus, de telles richesses pouvaient attirer l'attention indésirable de puissances rivales. Le génie de Mansa Moussa ne résidait pas seulement dans la possession de cette richesse, mais dans la manière dont il la gérait et l'utilisait. Il comprenait que l'or était plus qu'une simple monnaie. C'était un outil de diplomatie, un moyen de projeter sa puissance et un catalyseur d'expression culturelle et religieuse. Son règne démontra une compréhension aiguë des forces économiques, même selon les normes complexes d'aujourd'hui. En 1324, Mansa Moussa entreprit le Hajj. C'est le pèlerinage sacré à la Mecque, une obligation religieuse pour tout musulman qui en a les moyens. Mais ce ne fut pas un pèlerinage ordinaire. Ce fut une expédition d'une telle ampleur et d'une telle opulence qu'elle devint légendaire. Elle cimenta la renommée de Mansa Moussa à travers le monde islamique et même en Europe. Imaginez les préparatifs. Des milliers de soldats, de courtisans et de serviteurs. Des centaines de chameaux, chacun, dit-on, chargé d'or. Ce n'était pas seulement un voyage spirituel, c'était une déclaration. Elle annonçait l'arrivée du Mali sur la scène mondiale en tant qu'empire puissant, riche et profondément islamique.
La caravane elle-même était une ville en mouvement. Les estimations varient, mais certaines sources suggèrent que des dizaines de milliers de personnes accompagnaient le Mansa. Cela incluait une suite personnelle de 12 000 esclaves, chacun portant, dit-on, un bâton d'or. La logistique pour déplacer un si vaste cortège sur des milliers de kilomètres de déserts arides et de territoires divers était formidable. Cela exigeait une planification méticuleuse, des ressources immenses et un leadership fort. Le voyage les mènerait à travers Walata, Touat et finalement au Caire en Égypte, avant de se diriger vers les villes saintes de la Mecque et Médine. Chaque étape était un événement, une démonstration de la grandeur du Mali. La quantité d'or transportée par la caravane était stupéfiante. Mansa Moussa était réputé pour sa générosité, ou peut-être sa largesse stratégique. Il distribua l'or avec prodigalité le long de sa route. Il donnait l'aumône aux pauvres, des cadeaux aux dignitaires et finançait la construction de mosquées. Cette générosité était conforme aux principes islamiques de charité. C'était aussi une démonstration puissante de son immense richesse et, par extension, de la richesse de son empire. Il mettait en effet le Mali sur la carte pour beaucoup qui n'en avaient jamais entendu parler, ou qui n'avaient que de vagues notions de son existence. Le but du Hajj était multiple. Principalement, c'était un acte de profonde dévotion religieuse pour Mansa Moussa, qui était un musulman pieux. Il accomplissait un pilier essentiel de l'islam, mais il servait également des objectifs diplomatiques et politiques cruciaux. Il lui permit d'établir ou de renforcer les liens avec d'autres souverains islamiques. Il lui permit de recruter des érudits, des architectes et des artisans pour les ramener au Mali. Le pèlerinage fut un voyage de foi, mais aussi un voyage de découverte et une mission pour élever le statut culturel et intellectuel de son empire. C'était un événement cosmique en soi, un fleuve d'or coulant à travers les sables. Après avoir accompli les rites sacrés du Hajj à la Mecque et à Médine, Mansa Moussa entama son long voyage de retour vers le Mali. Son voyage de retour fut aussi significatif que son voyage aller. Bien que peut-être moins ostentatoire dans sa démonstration initiale d'or, une grande partie ayant été dépensée ou donnée. Il avait accompli son devoir religieux. Il avait stupéfié le monde par sa richesse. Désormais, il rapportait avec lui non seulement un mérite spirituel, mais aussi des atouts tangibles pour son empire, savoir, idées et personnes qualifiées. Ce retour marqua une nouvelle phase de son règne, axée sur la construction d'un héritage culturel et intellectuel durable. L'un des résultats les plus importants de son pèlerinage fut le recrutement d'érudits, d'architectes et d'administrateurs. Notamment, il persuada le poète et architecte andalou Abou Ishaq Ibrahim al-Sahili de l'accompagner au Mali. Al-Sahili jouerait un rôle crucial dans le développement d'un style architectural soudano-sahélien distinct. On lui attribue la conception de plusieurs bâtiments importants, dont la mosquée Djinguereber à Tombouctou et une salle d'audience royale. Cette infusion d'expertise externe, combinée aux traditions locales, contribua à favoriser une synthèse culturelle unique au sein de l'Empire du Mali, mêlant influences islamiques et esthétiques ouest-africaines. Le pèlerinage approfondit profondément les liens du Mali avec le monde islamique élargi. Il renforça l'identité de l'Empire en tant qu'État musulman important. Les actions de Mansa Moussa démontrèrent son engagement envers l'islam, ce qui renforça probablement sa légitimité et son autorité tant au niveau national qu'international. Le Hajj facilita également les liens diplomatiques et ouvrit de nouvelles voies pour le commerce et l'échange intellectuel. Le Mali n'était plus un acteur périphérique du Dar al-Islam. Il était reconnu comme un membre puissant et pieux de cette communauté mondiale, un phare de la foi dans la savane ouest-africaine. À son retour, Mansa Moussa lança un ambitieux programme de construction et d'éducation. Il commandita la construction de mosquées, de médersas et de bibliothèques dans des villes clés comme Tombouctou et Gao. Il chercha à transformer ces centres urbains en pôles d'apprentissage et d'érudition islamique. Les graines du savoir et de l'innovation architecturale semées par son pèlerinage commencèrent à prendre racine et à fleurir le long des rives fertiles du fleuve Niger. Son voyage ne fut pas seulement une quête spirituelle personnelle.
Ce fut un catalyseur pour un épanouissement culturel qui définirait son règne et laisserait une marque durable sur la civilisation ouest-africaine. Sous le patronage de Mansa Moussa, Tombouctou, autrefois campement saisonnier, se transforma en un centre légendaire d'érudition et de commerce. Bien qu'étant déjà un comptoir commercial établi, c'est pendant et après le règne de Mansa Moussa que la réputation de Tombouctou en tant que centre d'érudition se consolida véritablement. Il investit massivement dans l'infrastructure intellectuelle de la ville. Il finança la construction de mosquées, qui servaient souvent aussi d'institutions éducatives et de bibliothèques. La célèbre mosquée Sankoré, qui abritait une importante médersa, devint particulièrement renommée, attirant des érudits et des étudiants de toute l'Afrique et du Moyen-Orient. Le programme d'études des centres d'enseignement de Tombouctou était vaste et sophistiqué pour son époque. Il englobait la théologie islamique, le droit, la rhétorique, la grammaire, l'astronomie, les mathématiques, l'histoire et la médecine. Les érudits de Tombouctou s'engageaient dans de vifs débats intellectuels et produisirent un corpus important d'œuvres écrites. Des milliers de manuscrits furent copiés, étudiés et conservés. Ces textes couvraient un large éventail de sujets, reflétant une tradition savante riche et diversifiée. La ville devint un dépositaire vital du savoir, un phare de lumière intellectuelle au Sahel, sauvegardant et développant des siècles d'érudition islamique et classique. Cet épanouissement de l'érudition n'était pas accidentel. C'était le résultat direct de la vision et de l'investissement de Mansa Moussa. Son pèlerinage l'avait exposé aux grands centres d'apprentissage du monde islamique, et il était déterminé à reproduire leur succès dans son propre empire. En attirant des érudits comme Al-Sahili et en favorisant un environnement propice aux activités intellectuelles, il créa une puissante attraction gravitationnelle pour le savoir. Tombouctou devint un lieu où les livres étaient hautement valorisés, souvent plus prisés que d'autres marchandises. La vitalité intellectuelle de la ville témoignait du pouvoir transformateur d'un leadership dévoué et d'un mécénat éclairé. Les avancées culturelles ne se limitèrent pas à Tombouctou. D'autres villes au sein de l'Empire du Mali, telles que Gao et Djenné, connurent également croissance et développement. De nouveaux styles architecturaux émergèrent, mêlant des matériaux locaux comme le banco aux principes de conception islamique, aboutissant à des structures distinctives et magnifiques. Cette période vit un épanouissement des arts et de l'artisanat, soutenu par la prospérité de l'Empire. Le règne de Mansa Moussa est donc commémoré non seulement pour son immense richesse, mais aussi pour avoir favorisé un âge d'or de la culture et de l'érudition en Afrique de l'Ouest, une renaissance qui laissa un héritage durable d'érudition et de beauté architecturale. Le règne de Mansa Moussa étendit et consolida de manière significative l'influence de l'Empire du Mali à travers l'Afrique de l'Ouest. Grâce à une combinaison de forces militaires, de diplomatie astucieuse et d'alliances stratégiques, il maintint le contrôle sur un vaste territoire. Ce royaume englobait des peuples divers et des routes commerciales cruciales. L'empire s'étendait de la côte atlantique à l'ouest jusqu'au-delà de la boucle du Niger à l'est, et des postes commerciaux sahariens au nord, jusque profondément dans les régions de savane et de forêt au sud. Cette vaste étendue était administrée par un système de provinces et d'États vassaux, tous devant allégeance au Mansa. La stabilité et la prospérité du Mali sous Mansa Moussa eurent un impact profond sur la région ouest-africaine élargie. Elles favorisèrent un environnement propice au commerce et à l'agriculture. La sécurité des routes transsahariennes sous contrôle malien assura un flux continu de marchandises, d'idées et de personnes. Cette interconnexion profita non seulement au Mali, mais aussi aux royaumes et communautés voisins. Le Mali devint la puissance dominante, son influence rayonnant vers l'extérieur, façonnant les paysages politiques et les schémas économiques sur une partie importante du continent. Sa force d'attraction était indéniable, attirant ressources et talents, et projetant puissance et culture. Au-delà de l'Afrique, le pèlerinage de Mansa Moussa modifia radicalement les perceptions du Mali et de l'Afrique de l'Ouest. Avant son voyage, la région était souvent une zone vague et mal comprise, en marge de la conscience européenne et moyenne-orientale. Sa démonstration de richesse et de piété au Caire et à la Mecque plaça fermement le Mali sur la carte du monde médiéval. Les cartographes européens,
comme Abraham Cresque, qui créa l'Atlas catalan en 1375, commencèrent à représenter Mansa Moussa sur leurs cartes, souvent assis sur un trône, tenant un orbe ou un sceptre d'or. Cette imagerie renforça la perception européenne de l'Afrique de l'Ouest comme une terre d'immense richesse, spécifiquement l'or. Cette nouvelle prise de conscience eut des conséquences à long terme. Elle stimula l'intérêt européen pour l'Afrique, initialement motivé par le désir d'or. Bien que cet intérêt ait finalement contribué à l'ère tragique du colonialisme des siècles plus tard, à l'époque de Mansa Moussa, il s'agissait principalement de commerce et d'une reconnaissance naissante d'une puissante civilisation africaine. Son règne démontra que des empires sophistiqués, riches et influents pouvaient exister et existaient au sud du Sahara. Il défia les récits dominants et força le monde à reconnaître l'importance des royaumes d'Afrique de l'Ouest dans la tapisserie mondiale du XIVe siècle. La mort de Mansa Moussa, que l'on situe aux alentours de 1337, marqua la fin d'un règne extraordinaire. Il laissa derrière lui un empire à son apogée de puissance, de richesse et d'accomplissement culturel. Ses successeurs, y compris son fils Mansa Magan Ier et son frère Mansa Suleyman, maintinrent largement la force de l'empire pendant plusieurs décennies. Cependant, des conflits internes et la montée d'États rivaux, tels que l'empire Songhai, entraînèrent finalement le déclin progressif du Mali au cours des siècles suivants. Pourtant, l'héritage de Mansa Moussa et de son âge d'or perdura, un écho puissant résonnant à travers le temps. Son héritage le plus durable est peut-être l'élévation de Tombouctou et la promotion de l'érudition islamique en Afrique de l'Ouest. Les traditions intellectuelles qu'il nourrit se poursuivirent pendant des siècles, faisant de la région un centre vital pour l'apprentissage islamique et la production de livres. Les milliers de manuscrits conservés à Tombouctou, couvrant divers domaines du savoir, sont un témoignage direct de cette période d'épanouissement culturel. Ils représentent un héritage inestimable, non seulement pour l'Afrique, mais pour le monde entier. Un rappel d'un passé intellectuel vibrant. Sa vision transforma des villes en constellations de savoir dont la lumière est encore faiblement perceptible. Sur le plan économique, son célèbre pèlerinage eut un impact durable sur la façon dont le monde percevait la richesse de l'Afrique de l'Ouest. Les récits de ces immenses réserves d'or alimentèrent l'imagination européenne et, en partie, motivèrent les futures explorations et les efforts commerciaux le long de la côte africaine. Si l'effet immédiat au Caire fut inflationniste, l'effet à long terme fut de placer fermement l'or d'Afrique de l'Ouest dans la conscience du commerce mondial. Il démontra l'immense richesse en ressources du continent et la sophistication des empires qui la géraient. Cette compréhension, bien que parfois déformée, façonna les interactions pendant des siècles. Aujourd'hui, Mansa Moussa est commémoré comme l'un des plus grands souverains d'Afrique, un symbole de la puissance, de la richesse et de l'accomplissement culturel africain durant la période médiévale. Son histoire remet en question les récits eurocentriques de l'histoire, soulignant l'importance mondiale des empires africains. Il se dresse comme une figure dont la richesse fut peut-être sans égale, mais dont les véritables trésors résidaient dans sa vision pour son peuple et ses contributions à la culture et à l'érudition. Le voyage de Mansa Moussa, tel un rayon cosmique, voyagea loin, laissant une trace indélébile sur le tissu de l'histoire humaine, nous rappelant l'interconnexion de notre passé commun et les sommets lumineux atteints par les civilisations à travers notre planète.